7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Je vous ai compris, c'est la réponse de Gabriel Attal face à la colère des agriculteurs. Il s'est rendu vendredi en Haute-Garonne pour annoncer 10 mesures d'urgence pour un sursaut du monde agricole. Alors il a notamment annoncé l'accélération des délais pour les porteurs de projets, l'annulation de la taxe sur le gazole non routier et des sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas les fameuses lois Egalim. Alors on va en revenir là-dessus, mais une réponse insuffisante selon la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui ont appelé à poursuivre la mobilisation. Les blocages se poursuivent depuis des jours maintenant à travers le pays. Vendredi dernier, alors pour la première fois, les agriculteurs ont bloqué la nationale 118 en Île-de-France. L'accès à la capitale avec notamment le péage de Saint-Arnoult, mais aussi les trafics ferroviaires ont été limités dans plusieurs départements. À Narbonne, un bâtiment de la mutualité sociale agricole a été incendié en marge d'une manifestation d'agriculteurs. Alors le maire de Montpellier a dénoncé des violences inacceptables en démocratie commises par une minorité d'agriculteurs qui entachent un mouvement de contestation légitime. Et malgré les annonces du gouvernemental, vous le savez, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont appelé donc à poursuivre la mobilisation et à un siège de Paris pour une durée indéterminée à partir d'aujourd'hui 14h. Certains veulent même participer au siège de la capitale, mais aussi bloquer le marché de Rungis. Ailleurs en Europe, la colère continue. Alors pour en parler ce matin, nous sommes notamment avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Corentin, comment allez-vous ? Mais très bien, et vous êtes fondateur de Putsch Média et puis vous êtes notre chroniqueur du mardi sur Ligne Droite. Nous sommes avec Pascal Marié. Bonjour Pascal Marié. Bonjour Corentin. Vous êtes vigneron dans l'Hérault et puis nous sommes avec Jean-Baptiste Moreau. Bonjour Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Vous êtes agriculteur et ancien député Renaissance de la Creuse. Alors Pascal Marié, d'abord je voulais aborder le sujet avec vous. Vous comprenez ce ras-le-bol des agriculteurs au regard de tout les contraintes du métier, tout le capital que vous avez investi dans votre métier. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que les agriculteurs n'arrivent pas à vivre dignement de leur métier. Oui, absolument. En fait, il ne s'agit pas de comprendre des aspirations, il s'agit d'un cri de désespoir. En tous les cas d'une partie du monde agricole, parce que nous savons bien aussi que dans le monde agricole, comme partout ailleurs d'ailleurs, il y a de fortes disparités. Mais une large part des agriculteurs aujourd'hui sont dans une situation où ils n'ont plus le choix. Ils ne peuvent plus avancer, tout simplement parce qu'ils n'ont plus besoin de joindre le debout, comme on dit, et que pour certains d'entre eux, ils se sont endettés fortement, toujours pour pouvoir se mettre toujours plus à la page, aux normes qu'on leur impose, et malheureusement, ils se rencontrent jour après jour qu'ils n'y arrivent plus. Et donc, ils sont à considérer comme vraiment des réelles victimes. Alors, victimes de quoi ? Victimes, effectivement, de tout ce dont on parle depuis maintenant quelques jours, une dizaine de jours, qui sont bien entendu la surtransposition des normes, des méventes, problème de gestion pour lisser des crises, des fois de surproduction, des fois mais surtout, je crois que peut-être s'il y a une idée maîtresse, je pense qu'il faut tirer de tout ça, c'est un problème véritablement de concurrence déloyale, en fait. Vous voyez, nous sommes on a jeté en pâture les agriculteurs français dans un monde globalisé, où s'exprime le jeu d'une concurrence totalement débridée, et où les acteurs qui sont là ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu. Donc, bien entendu, à partir de là, nous avons là aujourd'hui les fruits de tout ce qui s'est mis en place depuis une quarantaine d'années. Et justement, donc ces fruits viennent notamment, alors ce que vous disiez, c'est on a commencé notamment à donner des aides au prétexte donc pour aider les agriculteurs, et puis en fait, toutes ces aides ont été un prétexte pour un contrôle de plus en plus intensif donc des agriculteurs. Absolument, absolument. En fait, le piège s'est refermé il y a une quarantaine d'années. Quand en 1992 on a décidé de faire évoluer la PAC par rapport à, son mode de fonctionnement originel, et je concède tout à fait qu'il fallait la faire évoluer, mais pour pouvoir apaiser les différentes grognes sociales qui déjà s'exprimaient à ce moment-là, on a proposé aux agriculteurs de leur donner des aides. Et bien évidemment, une fois que l'on vous donne des aides, on vous dit maintenant on va vous contrôler.
Donc, et on va mettre en place des normes, on va mettre en place donc des documents. Et puis, il faut demander les aides. Alors, avec des dossiers à remplir toujours plus lourds. Donc, l'agriculteur se retrouve débordé. Donc, on lui dit, mais tu sais, on va t'aider à remplir ces dossiers. Donc, finalement, quelqu'un va venir de la chambre d'agriculture ou d'un organisme professionnel agricole pour l'aider à remplir son dossier. Mais c'est pas gratuit, donc c'est payant. Donc, vous voyez, tout ça. Et puis, le contrôleur vient et contrôle ces multiples normes et extrêmement tatillon. Et donc, à ce moment-là, et puis, bon, bien entendu, le contrôleur, en tant que personne, n'est pas à remettre en cause, il fait son travail, parce qu'il vous explique que lui-même est contrôlé. Et donc, tout ça n'en finit plus. Et crée non seulement une exaspération, mais vraiment, comme je vous disais, un cri de détresse. Et là, l'agriculteur aujourd'hui, et alors, dernier aussi point sur ce système des aides, c'est que les aides, une fois qu'elles ont été octroyées, arrivent souvent très en retard. Donc, parfois un an et demi, 2 ans après. Oui. Vous voyez, donc, je vous prends un exemple. Il y a tout un programme mis en place pour aider les agriculteurs à s'adapter au verdissement de l'agriculture voulu par la communauté européenne. Donc, à ce titre, certaines mesures, certains matériels sont subventionnés. Donc, l'agriculteur qui décide effectivement d'aller dans cette direction va acheter du matériel et monte un dossier. Bien entendu, un dossier souvent très complet, très fouillé, donc pour lequel souvent il doit se faire aider, comme je vous disais, et il achète ce matériel, il le paye au fournisseur, bien entendu, sauf qu'il y a donc de la trésorerie à avancer, voilà. Et il n'est payé de ce matériel à hauteur de 40% souvent, donc ce qui n'est pas négligeable, mais que 2 ans plus tard, ou un an plus tard. Ça, c'est un exemple assez concret, évidemment, Pascal Marié, de ce que vivent les agriculteurs aujourd'hui. On va continuer cette table ronde avec vous, avec Nicolas Vidal et avec Jean-Baptiste Moreau. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors Pascal Marié, vous nous avez expliqué cette concurrence déloyale, notamment avec ces lois de l'Union européenne, ce contrôle de plus en plus intensif de la part des institutions. Alors Nicolas Vidal, vous étiez sur place, vous étiez à Montpellier, vous étiez en contact avec les agriculteurs. Qu'avez-vous vu et que vous ont dit ces agriculteurs en colère ? Bonjour Corentin, et oui, je suis allé sur les blocages, j'y retourne d'ailleurs tout à l'heure à Nîmes, bien entendu, puisque je suis un journaliste de terrain et c'est mon travail. Effectivement, la concurrence déloyale, il ne parle que de ça sur les blocages. Bien entendu qu'il y a toute une série de normes, de restrictions, de fiscalité également, on va pas reparler de ça, mais la concurrence déloyale, c'est véritablement ce qui ressort des agriculteurs avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai échangé, et je pense personnellement, moi en tant qu'éditorialiste politique, que c'est véritablement le fond du problème, c'est le creuset à un moment donné de ces désespérances des agriculteurs et une certaine forme, une volonté aussi de se passer de plus en plus de l'agriculture. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et ce qui est intéressant, de suivre ces mouvements sociaux, ces mouvements populaires depuis les Gilets jaunes, aujourd'hui, cette crise des agriculteurs, littéralement, met en lumière, Corentin, met en lumière la concurrence déloyale, mais cette façon que Bruxelles et l'Union européenne décident de tout. Également, elle met en lumière cette dépossession de la souveraineté, parce que quand vous avez Gabriel Attal qui vient nous expliquer vendredi, et surtout aux agriculteurs, nous a sorti des mesurettes, c'est vraiment ce qui vient en permanence aux agriculteurs. Moi, j'étais avec eux lorsque Gabriel Attal a parlé. D'ailleurs, sur les 100 personnes qu'il y avait, il y en a 10 qui l'ont écouté, pour vous donner un petit ordre d'idée. Voilà, donc manifestement, Gabriel Attal, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, Gabriel Attal, il s'est mis tout nu. C'est-à-dire qu'il a dit simplement ce qu'il pouvait faire de plus et de mieux, c'est tout. C'est-à-dire que le petit pan de souveraineté qui reste à cet État, Gabriel Attal a tout donné. Donc aujourd'hui, il se retrouve absolument sans rien parce que le reste, tout doit être négocié. Enfin, je veux dire, négocié avec Bruxelles, mais rien ne sera négocié avec Bruxelles. C'est ça la réalité de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce gouvernement et ce pouvoir, et notamment une classe politique depuis 30 ans, rappelez-vous le traité 2005, qui a été, où il y a eu un référendum que les Français ont voté majoritairement contre. Il y a eu ensuite le passage en force de Nicolas Sarkozy. Finalement, ce qui se passe aujourd'hui,
également. C'est le retour de bambou de la Commission européenne, de la dépossession de souveraineté sur bien des sujets, dans laquelle notre classe politique a incarcéré les Français de force. Et aujourd'hui, il y a eu les Gilets jaunes, c'était la première vaguelette, parce que les Gilets jaunes, c'était des Français en colère qui ont compris qu'ils étaient, désolé du mot, les cocus de la mondialisation, alors qu'on leur avait promis la mondialisation heureuse. Et aujourd'hui, vous avez cette deuxième vague très forte, concrètement, d'agriculteurs qui sont en train, je vais le dire, de crever la bouche ouverte parce que, en grande partie, n'essentialisons pas, mais en grande partie, il y a ces traités européens. Et je finis là-dessus, Corentin. Les traités de libre-échange. Oui. Je tiens à rappeler à nos auditeurs, la France aujourd'hui ne peut pas en sortir puisque la Commission européenne est la seule compétente sur la négociation des accords et de la signature des accords. Donc pour en sortir, franchement, ça va être très compliqué. Et quand Gabriel Attal nous dit, le gouvernement, Gabriel Attal, finalement, Premier ministre, porte-parole, je ne sais pas trop comment l'appeler, nous dit que ça va être long. Ah ben oui. Ah oui, ça va être long, oui. Ça, c'est sûr que ça va être long. Parce qu'en plus de là, ça veut dire, d'une part, se désincarcérer d'une idéologie mondialiste et européiste, ce que je pense qu'ils ne sont pas prêts à faire. Et en plus, en termes de sortir de ces contrats-là, ça va être extrêmement compliqué parce que nous n'avons plus la main là-dessus. Mais cette classe politique a fait tout pour que nous n'ayons plus la main et nous déposséder totalement de nos souverainetés. C'est vrai sur l'agriculture, c'est vrai sur l'économie, c'est vrai sur le travail, c'est vrai sur la mobilisation sociale. Et maintenant, voilà, vous avez, chers amis, le retour de bambou de ces politiques et notamment du viol démocratique du traité constitutionnel, entre autres. Et maintenant, on arrive à la fin de l'impasse politique et surtout la grande mise à jour de la fin de la démocratie dans ce pays. Et voilà. Vous le dénoncez régulièrement sur notre antenne, Nicolas Vidal. Alors, Jean-Baptiste Moreau, je voulais revenir justement sur ce que vient de dire Nicolas Vidal. Les mesures de Gabriel Attal, ce sont des mesurettes. Alors, je rappelle quelques mesures. Il y en a 10. Il y a notamment la simplification ou l'accélération des procédures, notamment pour les porteurs de projets. Il y a la suppression réclamée de la hausse de la taxe sur le gazole non routier. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Ça répond aux réclamations des agriculteurs ou c'est un coup de com' de Gabriel Attal? D'ailleurs, il était, donc, on le rappelle, avec des agriculteurs en Haute-Garonne. Il avait ses fiches sur une botte de paille. Enfin voilà, Est-ce que c'est un coup de com' ou alors c'est des vraies mesures concrètes, Jean-Baptiste Moreau? En tant que paysan, je vais essayer de trier le bon grain de livret parce que j'ai entendu des choses qui sont, à mon avis, totalement à côté de la plaque par rapport à mon expérience d'éleveur de terrain de 17 ans. Je veux dire, l'Union européenne, oui, elle a des torts, sans doute, et elle est largement perfectible, ça c'est une certitude. Il faut homogénéiser les normes au niveau de l'Union européenne, ça c'est une certitude aussi, puisque vous avez un certain nombre de produits aujourd'hui qui sont notamment de traitement dans les fruits et légumes qui sont autorisés dans certains pays et interdits en France parce que la France a cru intelligente de surtransposer sur un certain nombre de choses. Par contre, l'Union européenne, l'Union monétaire, s'il n'y a pas ça, dans 6 mois, l'agriculture française, elle est morte et enterrée, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai connu l'époque des broutards, des dévaluations de la lire italienne, où les broutards perdaient 20% de leur valeur en un week-end. Je peux vous dire que il n'y a pas un éleveur aujourd'hui qui est nostalgique du retour aux frontières internes à l'Union européenne et à la fin de l'euro. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les filières agricoles françaises, elles sont bâties sur des importations et des exportations, en premier lieu intra-européennes, parce que aujourd'hui, je veux dire, les éleveurs du Massif central, s'ils ont pu l'Italie avec comme partenaire stable, ce qui est le cas depuis 20 ans, depuis l'intégration dans l'euro, je veux dire, c'est une hémorragie. Les disparitions d'agriculteurs depuis 20 ans, c'est une blague à côté. Hein. Alors c'est plus le libre-échange, notamment avec le Mercosur, avec les Nouvelle-Zélande. Le libre-échange, on est d'accord. Moi, j'étais le premier à m'opposer à l'accord Mercosur à l'époque où j'étais député contre l'avis du président de la République, parce que son premier avis était plutôt favorable au Mercosur. Et j'ai fait une matinale d'une grande radio nationale pour dire combien cet accord était une catastrophe s'il était signé, parce qu'il signifiait la fin de l'élevage européen et de l'élevage français. Donc évidemment que les accords de libre-échange, c'est pas un mal ou un bien en soi d'ailleurs, parce que si on veut vraiment rentrer dans le détail des choses, les accords de libre-échange, ça peut être aussi un moyen de mettre des conditions dans l'échange, parce que le problème c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas d'accord de libre-échange que vous n'avez pas d'importation de matières premières. Aujourd'hui, avec le Mercosur, c'est pas signé, c'est pas pour ça que vous n'avez pas de la viande brésilienne qui arrive en Europe. Juste, elle arrive à des taux de taxes un peu plus importants.
mais elle arrive quand même et elle n'obéit absolument pas effectivement au minimum de normes européennes. Moi, j'avais posé un article parce que j'étais rapporteur de la loi Egalim, parce que quand même sur le fond des manifestations, il y a quand même la demande de vivre de son travail. C'est quand même la base du truc. Donc, et Egalim, c'était exactement ça. C'est la raison pour laquelle moi je me suis engagé en politique, c'était pour essayer de faire en sorte que l'agriculteur vive de son métier, parce qu'effectivement, il cherche à vivre de son métier et pas vivre de primes. Ça, c'est évident. Il est là pour produire l'alimentation pour nos concitoyens et il aimerait bien juste gagner le juste prix de ce qu'il fait et de son travail et pas avoir besoin des primes s'il peut s'en passer. Demain, je pense que tout le monde est d'accord pour s'en passer. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce volet-là, sur ce volet Egalim, moi, j'avais inscrit l'article 44 qui interdisait la vente en Europe de produits qui ne satisfont pas au minimum de normes européennes. Ça, c'est dans la loi. C'est déjà dans la loi. C'est la loi française. Voilà, elle est écrite. Le seul souci, c'est qu'il faut se doter des moyens pour aller contrôler dans les pays d'origine la réalité des normes de production. C'est ça qu'on sait pas faire aujourd'hui. C'est ça qu'on fait pas. C'est pas tant de bloquer à l'import et à l'export parce que demain, les filières céréalières, s'il y a plus d'export, elles sont mortes. Hein. Et dans un contexte où vous avez un certain nombre de pays du pourtour méditerranéen avec le réchauffement climatique qui vont plus être capables de produire de l'alimentation pour leur population, où vous avez des tensions internationales qui font que la Chine et la Russie sont en train de prendre pied partout grâce justement à leur production alimentaire, dire que l'Europe va se recroqueviller sur elle-même et ne plus produire que pour ses citoyens, c'est irresponsable. Anti-humanisme et proche du criminel. Donc, mais Jean-Baptiste Moreau, bon, une question, excusez-moi, un peu simple. On a évidemment des agriculteurs partout en France qui produisent de la viande bovine. Pourquoi il faudrait qu'on aille chercher de la viande bovine en Nouvelle-Zélande, qui est littéralement à l'autre bout de la terre? C'est ce que dénoncent notamment les agriculteurs. Non, mais je suis totalement d'accord. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement diminué la production par effectivement une imposition de normes environnementales notamment, par le fait que le métier il rémunère pas suffisamment et que ça donne pas envie aux nouvelles générations de s'installer, et par les objectifs du Green Deal qui risquent d'aboutir à 20 ou 30% de diminution de production en plus, qu'on n'a pas le choix d'importer en fait, c'est qu'on n'est plus autonome. En fait, aujourd'hui, on apporte 25% de notre viande bovine, effectivement, parce que on n'en produit plus assez pour nos concitoyens. Parce que le nombre d'éleveurs a tellement décru et la production a tellement décru que de toute façon aujourd'hui, ou alors il va falloir et c'est ça qui est totalement délirant, c'est que on impose des normes à notre agriculture, ce qui fait que les coûts de production ont augmenté, donc les prix de vente faut qu'ils augmentent, donc cette production là européenne, elle va finir par être réservée à une élite. Et puis tous les autres qui n'auront pas les moyens, ils auront les moyens juste d'acheter de la viande d'import qui sera produite avec n'importe quelle norme, avec n'importe quel produit, sous n'importe quelle condition et n'importe quelle norme de bien-être animal. C'est ça le fond du scandale et le fond du problème. Aujourd'hui, parler de souveraineté alimentaire européenne, c'est essentiel et ça devrait être au cœur de toute notre politique publique, bien plus que n'importe quoi d'autre. Alors, Nicolas Vidal, vous n'êtes pas d'accord. Je voulais donner la parole à Pascal Marié, mais si vous voulez répondre à Jean-Baptiste Moreau... Oui, le débat est toujours passionnant. Moi, en tout cas, je vous pose la question, Jean-Baptiste Moreau, pourquoi quand on va sur les blocages et qu'on écoute beaucoup d'agriculteurs, ceux-ci se plaignent de la concurrence déloyale intra-européenne. Pourquoi cela même vide, cher Jean-Baptiste Moreau, des camions espagnols, de jus de pomme espagnol qui arrivent sur la nef et ils les vident 20 000 litres. À un moment donné, je pense qu'il est quand même un peu naïf de penser que l'Union européenne fait beaucoup pour l'agriculture européenne. Deuxième question, comment il se fasse que les agriculteurs allemands ont lancé un mouvement, d'ailleurs dans le silence des médias depuis 3 mois, très massif. Comment il se passe que dans plusieurs pays européens, et notamment en Belgique, il ne vous aura pas échappé qu'en Belgique aussi, ça commence à sacrément bouger. Moi, je veux bien qu'on pense que l'Union européenne est là aussi pour essayer de tenir la baraque, mais j'ai quand même l'impression, et vous l'avez dit, la production alimentaire risque de baisser de 10 à 20% d'ici 2030. Il y a manifestement plusieurs programmes en cours qui sont là pour casser les reins et casser les genoux à l'agriculture sous toutes ses formes. Et l'agriculture française en pâtit, vous l'avez dit, avec la surtransposition. Moi, je vous trouve bien naïf sur ces questions d'Union européenne. Je pense pas avoir été naïf. Je pense avoir été réaliste parce que j'ai exactement dit ce que vous venez de répéter. C'est-à-dire alors on est d'accord. Non, c'est mal compris alors. Les cas de distorsion, c'est mal compris. Les cas de distorsion européenne, ils existent. J'ai pas dit que l'Europe c'était parfait. J'ai dit que c'était un cadre nécessaire. Maintenant qu'il fallait grandement l'améliorer sur un grand nombre de choses. Sur l'Allemagne, ils sont descendus dans la rue sur le GNR. C'était une décision allemande de leur ministre vert
de l'agriculture, parce qu'ils ont un ministre écolo de l'agriculture qui a décidé d'imposer la taxation du GNR. C'est une décision allemande, c'est pas une décision européenne, donc c'est là-dessus qu'ils sont Donc il n'y a aucune imposition européenne sur l'Allemagne actuellement, ni aucun programme européen qui va peser sur les agriculteurs allemands. J'ai parlé du Green Deal, et de Farm to Fork qui aboutissait à 30% de réduction, je l'ai dit. Voilà. Alors, donc, et j'ai dit que c'était une connerie dans le contexte géopolitique aujourd'hui. Non, mais en tout cas, je ne vois pas ce que je peux dire de plus clair. Oui, non, mais donc on s'est mal compris, on est d'accord, Jean-Baptiste Moreau. Je pense que vous êtes d'accord, mais alors pour Jean-Baptiste Moreau, vous l'avez dit, c'est une distorsion, alors que je pense que pour Nicolas Vidal, intrinsèquement, l'Union européenne permet le libre-échange et donc une concurrence déloyale. Mais je voulais revenir sur, redonner la parole à Pascal Marié. Pascal Marié, vous êtes toujours avec nous ? Oui, absolument. Et parce que l'une des réclamations majeures de la FNSEA, c'était le respect strict des lois Egalim. Alors, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Est-ce que aujourd'hui, justement, vous pensez que ces lois Egalim est nécessaire et n'est pas respectée ? Oui, nous pouvons parler des lois Egalim, mais auparavant, quand même, j'aimerais peut-être apporter, je dirais, ma petite contribution au débat que nous venons d'avoir, qui est très intéressant. On touche là, vous voyez, Jean-Baptiste Moreau est éleveur, est agriculteur, est également ancien député Renaissance, ce que j'ai noté. Nous ne connaissons pas. Moi-même, je suis vigneron. Alors effectivement, quand on est vigneron dans le monde agricole, on est un petit peu peut-être à part dans le monde agricole, puisque les vignerons ont leur propre, je dirais, fonctionnement de la politique agricole commune, puisqu'ils ont négocié, ce qui veut dire de façon historique, une organisation commune des marchés, c'est-à-dire un paquet de règlements qui traitent à part, on va dire, la viticulture. Néanmoins, ce qui vient d'être dit, on touche là un petit peu, pour moi, le drame de ce qui se joue depuis 50 ans. Il se trouve que, voilà, d'un côté, nous voyons bien que le monde agricole est quand même profondément divisé entre ceux qui, d'une certaine façon, tirent parti et avantage de la PAC telle qu'elle fonctionne, et le problème, et ceux qui sont vraiment les grands perdants. Il y a des filières qui sont des grands gagnants de la politique agricole européenne. Il y a des filières qui sont gagnants de ce système qui s'est mis en place, et d'autres qui le sont moins. Et c'est ça qui s'exprime dans la rue. Et Monsieur Moreau, Jean-Baptiste Moreau, vous avez dit que c'était criminel de supprimer la PAC. Moi, je pense que ce qui est criminel, c'est de laisser mourir des agriculteurs depuis 40 ans. C'est d'avoir. Non, mais j'ai pas parlé de criminel de supprimer la PAC. Merci de pas transformer ce que je dis. J'ai dit que c'était criminel d'expliquer que l'Europe ne pouvait avoir qu'une vocation d'autoproduction et pas de vocation exportatrice de son agriculture. Je pense qu'en tant que viticulteur, vous êtes à peu près d'accord avec ça. Donc merci de pas transformer. J'ai pas parlé de criminel de supprimer la PAC. Pascal Marié. Il est évident que nous avons besoin de l'exportation, mais il est évident qu'en priorité, ce qui est, je dirais, vécu comme une injustice profonde aujourd'hui, c'est ce qui vient d'être dit aussi, c'est pourquoi aller chercher ailleurs des produits que nous pouvons produire. Et ce que nous demandons, alors vous voyez, il se trouve que, en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a 2 pays en Europe qui sont contributeurs nets. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il est clair pour tout le monde que le mode de fonctionnement, et les résultats le prouvent tous les jours, depuis 40 ans, n'apportent pas les résultats qui sont probants, apportent une véritable catastrophe dans les fermes françaises. Et donc, alors, Jean-Baptiste Moreau, vous venez de dire, on n'a pas les moyens vraiment, où on ne sait pas bien faire, on ne sait pas contrôler. Oui, mais alors, une fois qu'on a dit ça, que fait-on ? Parce qu'on voit bien que depuis 40 ans, que n'a-t-on mis des solutions en place ? Que n'a-t-on mis une volonté politique ? Et non, la réalité, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, il y a une poussée de fièvre, comme il se passe actuellement avec le monde agricole, on donne quelques primes, et puis chacun retourne à ses occupations. Et tout cela avec la complicité passive du syndicat majoritaire. Avec les dirigeants du syndicat majoritaire, que sont la FNSEA et la JA. Parce qu'à la base, c'est un tout autre discours que nous avons. Voyez. Alors, non, maintenant, ce qui se passe, ce que disent les agriculteurs qui sont dans les rues, les paysans, ils disent, écoutez, oui, nous, on veut bien vous suivre, on veut bien vous écouter, mettre en place tout ce système de libre-échange, d'exportation, d'avoir besoin des ordres du monde entier, tout ça. Le problème, c'est que le résultat n'est pas là. Alors, que fait-on ? Et une fois de plus, on va, je dirais, se fendre d'incantations en disant oui, on va mettre en place, on va essayer, mais on voit bien qu'on n'y arrive pas. Alors donc finalement, aujourd'hui, ce cri de désespoir, oui. Puisqu'on n'y arrive pas, il faut renverser la table et rebâtir quelque chose. Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous, une attitude responsable, la renverser la table n'est jamais une attitude responsable. Mais pour autant, quand même, comme je viens de le dire, la France est contributeur d'aide. S'il y a un pays en Europe
qui peut arriver à la table des négociations à la Commission européenne et montrer les muscles pour défendre véritablement les intérêts des agriculteurs français, c'est bien la France. Alors, et c'est ce qu'elle ne fait pas. Et c'est ce que le gouvernement actuel ne fait pas. Pascal Marie, je crois qu'on m'a compris. Alors, c'était pas censé être le procès de Jean-Baptiste Moreau, mais je vous laisse répondre très vite et puis après, je donne la parole à Nicolas Vidal sur la poursuite du mouvement. Non, mais je suis pas un libre-échangiste à tout crin, loin de là. Et effectivement, importer du bout du monde et déporter la pollution qu'on veut plus voir chez nous ailleurs pour importer des produits qu'on produit dans n'importe quelle condition, c'est pas du tout la solution et c'est certainement pas ça qui nous sortira de l'ornière, effectivement. Maintenant, dire que, moi, je veux bien renverser la table, mais pour mettre quoi en place derrière? Enfin, je suis ok, on renverse la table, pas de problème. Mais je suis pas un pro du Yaka Faucon, c'est pour ça que je me suis engagé en politique. Donc, moi, j'aime bien les choses assez concrètes. Je pense qu'il est possible de modifier dans le cadre européen la politique agricole commune, et il faut la modifier à bien des égards, notamment au niveau de l'harmonisation des normes intra-européennes, parce que ça, effectivement, c'est plus tenable d'avoir ces distorsions, d'avoir un même marché commun, de jouer au même jeu et d'avoir des règles du jeu différentes. Ou alors, c'est comme si on partait sur un 100 mètres et que nous, on parte 500 mètres en retard. Forcément, on risque pas de gagner. Donc, là-dessus, il y a des choses à revoir dans le fonctionnement de l'Union européenne. Ça, c'est une certitude. Et dans le fonctionnement des marchés agricole, c'est une certitude aussi. Mais expliquer qu'on va arrêter demain d'importer, alors il y a certains produits, je pense, où on peut s'en passer, effectivement, je suis d'accord. Mais arrêter d'importer, ça veut dire et mettre des barrières à l'entrée, moi je suis d'accord, des surtaxations et empêcher un certain nombre de produits de rentrer dans l'Union européenne, je suis d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va se prendre la même chose dans l'autre sens. Enfin, monsieur est viticulteur, il se souvient de la réaction de Trump quand on a voulu imposer les GAFAM, hein. Et va falloir qu'il vende son vin uniquement en Europe et plus qu'il vise des marchés extérieurs. Je suis pas sûr qu'il va être gagnant dans l'histoire. On va rester sur ce point d'accord, mais je voulais revenir avec Nicolas Vidal sur les manifestations, parce que évidemment, vous, Nicolas Vidal, vous êtes pendant les Gilets jaunes, vous étiez un petit peu le spécialiste évidemment des Gilets jaunes, et donc beaucoup de gens évidemment comparent cette jacquerie, comme on connaît en France depuis maintenant 1000 ans. Ces jacqueries, vous les comparez, aux Gilets jaunes, vous pensez que notamment le mouvement peut grossir et s'amplifier et durer surtout? Ce qui est intéressant, c'est toute la symbolique du mouvement. On le sait au travers de l'histoire, quand vous avez des révoltes agricoles, bien entendu, c'est les tréfonds même de la société française qui bougent dans ses fondements. Parce que ces gens-là n'ont pas, moi j'ai discuté avec eux depuis un certain nombre de jours, et bien entendu, et c'est des sujets qui me passionnent en plus de ça, donc j'en suis passionné, parfois excessif mais passionné, et c'est des gens qui cette profession ne peut pas manifester du fait de son obsession à travailler, et surtout de ce qu'elle fait tous les jours. Et quand vous avez les agriculteurs qui commencent véritablement à bouger, quand vous voyez l'organisation, Corentin, l'organisation des blocages, ils se relaient sur les blocages pour continuer à les bosser sur les exploitations. Ils font bosser les femmes, ils font bosser les cousins, les voisins. Donc, il y a une véritable coagulation aussi des agriculteurs qui peuvent pas tous les jours se retrouver, donc qui sont finalement assez isolés chez eux dans leur exploitation. Et là, on voit que c'est une véritable organisation qui est en train de mettre en place. Mais cette organisation nous dit quoi? Elle nous dit que c'est vraiment, je le répète, les tréfonds de la société française qui sont en train de bouger massivement. D'ailleurs, on voit bien la crainte de Darmanin avec le dispositif qui nous appelle défensif. Quand on met des blindés, je suis pas sûr que ce soit défensif, mais bon, peu importe. On voit bien la crainte du gouvernement en place et du pouvoir en place face à cette révolte des agriculteurs. Et pour avoir discuté avec pas mal de policiers que je connais, ils me disent c'est vraiment des révoltes aujourd'hui qui sont vraiment tangentes dans le sens où on les craint plus que les manifs syndicales ou que même les gilets jaunes. Vraiment, ce sont des révoltes intéressantes, compliquées. Et c'est pour ça que je finis par là, Corentin, sur la suite. C'est que je pense que la grille de lecture doit être portée comme ça. La société française va tellement mal qu'aujourd'hui nous sommes arrivés au fond, et c'est vraiment les agriculteurs qui sont en train de bouger massivement et de faire du raout, et tout en essayant aussi de continuer à travailler, puisqu'on l'a dit, ils sont dans une grande difficulté. Là-dessus, je crois qu'on est tous les trois d'accord, en très grande difficulté. Donc c'est pour ça que je pense que à l'échelle de notre société contemporaine, cette révolte, moi j'appelle ça plus qu'une jacquerie, c'est une véritable révolte des agriculteurs, est à prendre véritablement au sérieux, et voilà. Et sachant que la population est derrière les agriculteurs, encore Nicolas Vidal, mais alors justement, c'est toujours le problème, c'est-à-dire que s'ils commencent à bloquer Rungis, s'ils commencent à aussi bloquer des entrepreneurs et puis des restaurants, est-ce que justement l'opinion publique ne peut pas se retourner contre eux? Ça peut être le risque aussi.
Ça peut être le risque aussi, mais il y a quand même une certaine forme de pacte de fidélité, j'ai envie de vous dire, et aussi de reconnaissance par rapport aux agriculteurs, parce que quand même, il y a encore dans ce pays un souffle patriotique, je n'irai pas au-delà parce que je veux pas, mais un souffle patriotique de gens qui se rendent compte que les agriculteurs, chers Corentins, c'est notre patrimoine, c'est notre tradition, c'est notre culture, notre savoir-faire, notre artisanat et notre histoire. Donc on peut pas, à un moment donné, moi je suis petit-fils de vigneron, je ne veux pas me passer des agriculteurs. Et c'est ça qui est terrible aussi. Après, en ce qui concerne Bloquer Rungis, ça c'est le choix de chacun quand ils sont en train de monter sur Paris. Mais j'ai envie de vous dire que ça fait un petit moment que le monde agricole est en crise. Les panneaux retournés, ça fait plus de 4 mois qu'ils sont retournés et personne s'y est intéressé. Les grands médias n'en ont pas du tout parlé. Alors que nous, ici, dans mon héros profond, les panneaux, ils sont retournés depuis très très longtemps. Donc à un moment donné, quand vous avez une démarche pacifique en retournant les panneaux, et d'ailleurs je trouvais que c'était très intelligent de retourner les panneaux, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et que le pouvoir l'a dédaigné, la balle de responsabilité est dans le camp du pouvoir. Voilà. Eh ben écoutez, on va finir là-dessus, Nicolas Vidal. Et vous avez raison, les médias de grand chemin n'en ont pas parlé, à part Toxin, à part Putsch Média, à part Ligne Droite, Radio Courtoisie. Merci à vous, Nicolas. Je rappelle, vous êtes fondateur de Putsch Média, puis on vous retrouve demain à 7h25. Bien sûr. Merci à vous, Jean-Baptiste Moreau. Vous êtes agriculteur, ancien député Renaissance. Alors ça devait pas être votre procès, mais bon, bah voilà, c'est ça aussi le débat. Et puis il y a évidemment. Non, juste, je voulais juste pour conclure dire. Alors, effectivement, qu'il y a des gens qui sont en situation de grande désespérance et donc que ça peut aboutir à de la violence et effectivement, il ne faudrait pas en arriver là, mais ça peut arriver là, effectivement. Il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre sur les barrages aujourd'hui. Voilà, il y a des gens les réponses, elles ont commencé à être apportées, mais c'est qu'un début. Il y a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'autres annonces cette semaine, sinon ça va effectivement dégénérer. Ça peut exploser et nous étions avec aussi Pascal Marié-Vigneron dans l'Hérault. Merci à vous et merci à vous tous.